Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La population du Sud Comoé rend hommage au président de la République pour ses actions de développement dans leur région. La cérémonie de reconnaissance s'est déroulée à Grand Bassam en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il a appelé à la paix et à la cohésion sociale dans la région. Le programme social du gouvernement est en marche dans plusieurs régions ivoiriennes. Nous irons dans le Kabadougou et le Folon où la réhabilitation des pompes villageoises est lancée, une action qui permet aux populations rurales d'avoir accès à l'eau potable. 602 pompes à motricité humaine seront réhabilitées. La plus belle fille de Côte d'Ivoire est connue depuis hier, son nom Tara Gueye. La nouvelle reine de beauté, âgée de 22 ans, succède à Sui Fatem. Elle a été élue Miss Côte d'Ivoire 2019 ce samedi 1er juin à l'issue d'une compétition âprement disputée. Tara Gueye promet de mettre son mandat au service du social. En Algérie, l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain n'aura pas lieu. Le Conseil constitutionnel l'a décidé ce dimanche 2 juin. Après avoir rejeté les deux seules candidatures, aucune nouvelle date n'a été fixée. Soyez la bienvenue ici RTI 1. Nous commençons tout de suite par le Sud Comoé qui s'est mobilisé pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. Les populations sont reconnaissantes pour les actions et le développement du chef de l'État dans leur région. La cérémonie s'est déroulée à Grand Bassam en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il a appelé à la cohésion sociale. Michel Digré. Venus d'Aboisseau, de Tiapoun et d'Adiaké, les populations du Sud Comoé, aux côtés de leurs frères de Grand Bassam, ont bravé la pluie pour témoigner leur reconnaissance au président de la République. Merci à vous, chers parents, d'avoir effectué le déplacement ce jour, en bravant les intempéries, pour témoigner à la Côte d'Ivoire et au chef de l'État que ici, dans le Sud Comoé, nous ne sommes pas des ingrats et que nous savons reconnaître le bien qui nous est fait. Les cadres de la région en première ligne des ministres du gouvernement ont donné le sens de cette cérémonie, justifiée par toutes les actions de développement initiées en faveur des populations. Citons l'autoroute de Grand Bassam. Citons également le bitumage des principales voies des chefs-lieux de département et de plusieurs villes. Construction de la voie express Aboisseau-Noé. Bitumage de la route de la préfecture de Tiapoun. Au cours de cette cérémonie, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a livré un message pour la cohésion sociale dans la localité. Et au regard des événements malheureux et douloureux survenus dans plusieurs endroits du pays, et récemment à Béoumi, je voudrais, lancer un appel solennel à l'amour du prochain, à la cohésion sociale, au rassemblement, au vivre ensemble, en un mot, à la paix, en vue de permettre de poursuivre l'œuvre de construction de nos chères Côte d'Ivoire. Le vice-président a par ailleurs annoncé la réalisation prochaine de plusieurs grands projets qui impacteront significativement le développement de la région du Sud Comoé. Voilà, message de paix et de rassemblement prôné également à Didier-Vie où les populations de la région et du Bélier se sont mobilisées. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, leur a annoncé officiellement son adhésion au RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Nous y reviendrons dans ce journal. Le RHDP continue justement d'étendre sa toile et de relayer son message de paix et de rassemblement sur le terrain. Le mouvement Tonkpi RHDP 2020 vient d'être lancé dans la ville de Mans. L'initiateur de ce mouvement, Albert Flendé, veut mobiliser les filles et fils du Tonkpi pour la cause du parti RHDP. Éric Gouré. Albert Flendé à la tête du mouvement Tonkpi RHDP 2020. Un mouvement qui a fait son lancement dans la ville de Mans il y a à peine un mois. Son objectif, assurer la victoire du RHDP en 2020 et pour y arriver, il faut l'implication des fils et filles de la région du Tonkpi. C'est un mouvement formé de cadres, d'élus et donc si on doit désigner les responsables pour animer le parti dans le Tonkpi, il faut qu'on compte avec ces gens-là. Ce mouvement a trois petits objectifs précis. Il est chargé de faire la promotion
du RHDP, pas la promotion de quelques partis que ce soit, puisque les partis sont fondus dans le RHDP. Une idée soutenue par les élus et cadres du Tonkui. Un outil important qui vient de mettre à la disposition de tous les cadres du Tonkui. Et ensuite, vous dire que nous, les élus, qui sommes les hommes de terrain, qui sommes les porte-parole des populations, je pense qu'il n'y a pas mieux loti que nous pour faire la promotion du RHDP sur le terrain. Nous partageons la vision et nous sommes convaincus que c'est le RHDP qui permettra à la Côte d'Ivoire d'être rassemblée, forte, pour continuer son développement. Le mouvement Tonkui RHDP 2020 entend travailler sur le terrain avec les autres mouvements en faveur de la victoire du RHDP en 2020, selon Albert Flendé. Et loin du terrain politique, le programme social du gouvernement fait son chemin. Le PS-Gouv est en marche dans plusieurs régions. Dans les régions du Kabadougou et du Folon, la réhabilitation des pompes villageoises est lancée à la grande joie des populations. Une action qui leur permet d'avoir accès à l'eau potable. Et dans ces deux régions, 602 pompes seront réhabilitées. Ouattara Madou Walter. 602 pompes hydrauliques, dont 360 dans le Kabadougou et 242 dans le Folon, réhabilitées dans le cadre du programme social du gouvernement PS-Gouv. Objectif, réduire le déficit en eau potable dans ces deux localités. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone, a inauguré à Sianso, près d'Odiéné, une pompe à motricité humaine au grand plaisir des populations. L'eau potable est source de vie et la plupart des maladies que nous avons dans notre zone-là sont des maladies hydriques. Voilà pourquoi le président de la République donc, a été très sensible à nos doléances. Il a décidé de faire en sorte que l'eau soit le nombre des priorités du programme social du gouvernement. Fin de calvaire pour une population qui éprouvait des difficultés à s'approvisionner en eau potable. Merci à son gouvernement. Vraiment, c'est un problème sensible qu'il a touché. Parce que l'eau est le liquide essentiel, indispensable à l'humanité. La réhabilitation de ces pompes villageoises dans le Kabadougou et le Folon concerne également l'ensemble du territoire national. Plus de 20 000 pompes vont être réalisées, remplacées ou réhabilitées cette année au profit des populations dans les zones rurales. Et notez qu'au total, 21 000 pompes hydrauliques à motricité humaine seront réhabilitées sur le territoire national. Je vous propose de marquer un arrêt à présent dans la région du Cavali, où la ministre Anne-Désirée Ouloto a procédé au lancement de la réparation de 186 pompes. Un soulagement pour les populations rurales, nous rapporte Francis Boifou. De l'eau potable à nouveau. La ministre de la Salubrité, de l'Assainissement et du Développement durable lance, par ce geste, le projet de réhabilitation des pompes à motricité humaine dans tous les départements de Guiglo, Bloulequin, Tailly et tout le Pleu. 186 pompes villageoises à réhabiliter sur les 466 dans toute la région du Cavali. Nous avons profité de cette occasion pour lancer un appel aux populations, un appel à leur mobilisation en vue de l'entretien de tous ces ouvrages mis à leur disposition par l'État de Côte d'Ivoire pour leur permettre donc d'avoir une bonne santé, parce que tout le monde sait et tout le monde le répète que l'eau c'est la santé et que l'eau c'est la vie. La ministre Anne Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali, se félicite des efforts du gouvernement en vue de satisfaire les besoins des populations en eau potable. L'eau est très sale. Quand les pompes là sont en panne, c'est ce qu'on prend pour boire. Mais quand on boit, ça nous donne beaucoup de maladies. Souvent on prend pour laver les habits, mais quand on lave, ça gratte nos peaux, on n'est pas à l'aise avec ça. Situé dans le département de Guiglo, le village de Mona a servi de cadre au lancement de cette opération qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Accès à l'eau potable, lutte contre la pauvreté, des défis à relever par le gouvernement qui multiplie les initiatives. Le projet filet socio-productif mis en place pour lutter contre la pauvreté, justement, a été évoqué dans le magazine du dimanche au journal de 13h, présenté par Hamza Diaby. Il avait comme invité M. Kipea Kone, coordinateur du projet filet socio-productif. Mais comment bénéficier de ce projet? Suivons un extrait de leur entretien pour nous faire une idée. Le projet filet socio-productif est une action majeure de l'agenda gouvernemental
qui est placé sous la houlette de Madame le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, le professeur Maria Tokone. Et dans le cadre de ce projet, il s'agit de redistribuer les fruits de la croissance et de faire en sorte que les Ivoiriens qui sont en situation d'extrême vulnérabilité, partout où ils se trouvent sur l'étendue du territoire national, puissent bénéficier d'une attention particulière. C'est donc un projet qui s'inscrit dans le cadre du deuxième axe stratégique du plan national de développement qui se rapporte à l'accélération du développement du capital humain, mais il est également en date beaucoup plus récente au cœur des 12 mesures phares du programme social du gouvernement. Alors, de manière plus concrète, cela a été dit dans votre reportage. Oui. Il s'agit donc d'allouer tous les trimestres, tous les 3 mois, 36 000 francs CFA à des ménages qui sont ciblés parmi les plus pauvres du milieu rural. Il y a donc désormais 50 000 ménages qui reçoivent régulièrement tous les trimestres le montant de 36 000 francs CFA. Mais dans le cadre du projet, nous ne faisons pas que l'allocation du transfert. Il y a donc une batterie de mesures d'accompagnement, déjà pour améliorer les pratiques familiales essentielles relatives à la nutrition, la scolarisation des enfants, les soins de santé, mais également l'inclusion productive, c'est-à-dire les inciter à produire des activités génératrices de revenus et donc préparer leur sortie. L'idée, c'est de faire en sorte que ce revenu régulier puisse permettre aux bénéficiaires d'améliorer la consommation et l'accessibilité aux services, mais aussi en même temps, comme vous le dites si bien, apprendre à pêcher. Et on l'a appris cette semaine, les travailleurs exerçant en Côte d'Ivoire disposent désormais de nouveaux cadres juridiques et institutionnels qui garantissent davantage leur santé et leur sécurité sur leur lieu de travail. Les 2 documents dans lesquels sont consignés la politique nationale et le programme national en matière de sécurité et de santé au travail pour les 5 années à venir ont été validés par les acteurs du secteur, nous rapporte Franck Quadio. Ils sont acteurs du mandat du travail et représentants du ministère. À l'unanimité et par acclamation, ils viennent de valider les documents de la politique nationale et du programme national de sécurité et de santé au travail. 2 documents qui vont garantir davantage sur les 5 prochaines années la vie du travailleur sur son lieu de travail partout en Côte d'Ivoire. Nous avons d'abord fait un état des lieux de la question de sécurité et santé au travail qui s'est soldé par l'élaboration du profil national de sécurité et de santé au travail. Et après, parce qu'il fallait commencer par cet état des lieux-là avant de donner les orientations de notre politique, donc donner notre vision pour adresser les questions de protection des travailleurs en matière de risques professionnels. Et après la politique, on a le programme national qui a été élaboré, donc je pense que nous sommes bien dans le bon déroulement, dans l'ordre des choses. Selon la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, on dénombre en Côte d'Ivoire 7000 accidents de travail par an dans le secteur privé formel. Les risques identifiés dans ce seul secteur justifient l'urgence de l'élaboration par le gouvernement ivoirien de ce nouveau cadre juridique et institutionnel en matière de santé et de sécurité au travail. Ce sont 2 documents qui viennent combler un vide. Vous savez que le gouvernement a initié beaucoup d'actions, notamment dans le code du travail. Beaucoup d'organismes ont été mis en place pour assurer la sécurité et la santé au travail. Malheureusement, les résultats piétinent. Donc il était bon que le gouvernement ait une vision, une stratégie, une boîte à outils pour avoir des résultats qui sont à la hauteur des éléments qui sont mis en place. Rappelons que cette politique nationale de sécurité et de santé au travail s'inscrit dans l'axe stratégique du programme national de développement. Nous prenons la direction de Bordeaux en France, où l'association Aquaba des Ivoiriens de Gironde et la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire ont organisé un forum économique. Des partenariats ont été noués entre hommes d'affaires. Les Ivoiriens de la diaspora comptent investir en Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Kwame est de retour de Bordeaux. Avec une présence d'environ 100 opérateurs économiques, la signature de plusieurs accords de partenariat et la visite de l'Agropal Agen et de Darwin Écosystème, la 2e édition du Forum économique Ivoire-Bordeaux a été une réussite. Saluer l'action de la diaspora ivoirienne ici à Bordeaux, qui est très active, qui est très efficace.
qui est seulement à la deuxième édition d'Ivoire à Bordeaux. C'est un événement qui a déjà beaucoup de succès. C'est un événement qui est très promoteur. Au niveau des entreprises, il y a eu des B2B, il y a eu des échanges et il y a des promesses. Et au niveau des collectivités locales, c'est des partenariats qui sont en vue. Des bons points qui ont fait dire aux représentants du maire de Bordeaux lors des échanges que la diaspora est au cœur de la nouvelle coopération avec le continent africain. S'agissant de la Côte d'Ivoire, nous souhaitons effectivement nous appuyer sur le travail de l'association Aquaba qui a démontré à l'occasion de cette deuxième édition sa capacité à faire, de manière à ce que nous, en tant que politiques, en tant qu'institutionnels, nous puissions pérenniser cette action grâce effectivement à la société civile ivoirienne à Bordeaux. Le Forum économique Ivoire-Bordeaux, 5 ans après la première édition, signe son retour et compte désormais se pérenniser. Depuis la première édition, nous avons mis 5 ans pour le recommencer et ce n'est pas une bonne chose parce que ça rentre dans les oubliettes après. Donc si nous voulons rendre dynamique le lien que nous voulons créer entre la Côte d'Ivoire et Bordeaux, il faut le faire de façon annuelle. Autre défi pour l'Association des Ivoiriens de Gironde, la mise sur pied de la Maison Ivoire, un lieu pour piloter tous les projets d'investissement de la diaspora en Côte d'Ivoire. Et les lignes bougent aussi dans le domaine touristique en Côte d'Ivoire. La direction départementale du tourisme de Dimokro a initié un festival dénommé Festourdim. Cet événement à caractère culturel et touristique fait la promotion de la ville et de ses potentialités touristiques. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, présent, a annoncé notamment la réhabilitation d'un vieux réceptif hôtelier de la région. Charles Tatou. Bâtiments coloniaux, cimetières des martyrs, chemins de fer, ponts et gares ferroviaires. Autant de sites et attraits touristiques qui méritent une attention particulière en vue de leur valorisation. De même, Dimokro est une ville cosmopolite. Ce brassage culturel, gage de paix et du vivre ensemble, ne doit pas échapper également aux actions de valorisation des richesses culturelles du pays. Ce festival du tourisme créé par les acteurs locaux du domaine, qui fait son petit bonhomme de chemin, constitue donc une des réponses à cette problématique. Cette 8e édition vise à mettre en adéquation la vulgarisation du riche patrimoine touristique local avec les possibilités de création d'emplois directs et indirects et de services rémunérés générés par le tourisme et les nombreuses opportunités d'affaires offertes aux opérateurs économiques exerçant dans le secteur du tourisme. Les élus de la région d'Unzi, eux, apprécient cette initiative, rappelant tout de même d'autres potentialités touristiques que regorge leur région. Fait chef traditionnel, Baoulé Agba, le ministre du Tourisme est pour sa part revenu sur les dispositions prises par le gouvernement quant au développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Siandou Fofana est également venu avec de bonnes nouvelles pour la ville de Dimokro en matière du tourisme. Déjà, il s'agit de la réhabilitation de l'hôtel existant, le Cieto, et puis la construction d'un nouvel hôtel de 4 étoiles dénommé Maison Ivoire, qui rentre dans le concept développé par la stratégie touristique Sublime Côte d'Ivoire. Et donc, nous allons inventorier l'ensemble du potentiel et les mettre en œuvre conséquemment avec l'aide du moment où nous érigeons ici en direction régionale du tourisme. Question de valorisation du brassage culturel. Cette année, les danses des terroirs Agni de Dimokro, Tagbana de Katiola et celles de l'Ouest avec le Kotou et le Gla venus des villages Nyambois ont gratifié le public de leur spectacle. Au chapitre défense de ce 594 militaires des forces armées de Côte d'Ivoire quittent le service avant la fin de leur contrat initial. Cela dans le cadre de l'opération de départ volontaire à la retraite, qui est une disposition de la loi de programmation militaire 2016-2020 qui vise à restructurer l'armée afin d'améliorer le taux d'encadrement et la rendre plus performante. Une cinquantaine de militaires avant leur départ à la retraite ont été célébrés par leurs frères d'armes à l'état-major général des armées.
Nous sommes dimanche, c'est jour de culte. On va donc parler religion dans ce 20h. Après 12 ans de travaux, la construction de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf est achevée. La paroisse a été consacrée hier samedi 1er juin au cours d'une messe d'action des grâces. Cita Soro. Fini les moments où les messes se faisaient sous des hangars. La chapelle d'autrefois est à présent une paroisse consacrée. Après 12 ans, les travaux de construction de l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf sont achevés. Pour que cette église soit debout et belle, ça a été votre participation à vous tous, à vous tous. Vous avez donné de votre temps, vous avez donné de votre sueur, vous avez donné de votre argent pour que cette église soit debout et belle. C'est la reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits et pour ce qu'il a permis à nos fidèles de pouvoir réaliser cette œuvre à la gloire de Dieu. Mon âme bénit le Seigneur avec tous mes fidèles. Maintenant, nous allons engager la construction de nos âmes pour refléter véritablement le message de notre Seigneur Jésus. Pour cette consécration, Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, n'a pas manqué de remercier les paroissiens pour leur patience et leur persévérance. Toutes choses qui ont conduit à la consécration de l'édifice. Il les a par la même occasion appelés à cultiver la paix. Il n'y a rien de plus cher pour les hommes que la paix. La paix est un autre nom du développement. Sans la paix, on ne peut jamais connaître le développement. Alors, je dis à tous les paroissiens de se battre, quel que soit ce qu'ils ont dans leur cœur. Dieu, c'est l'être de l'impossible. Qu'ils demandent la grâce de Dieu, qui féconde leur cœur pour que ce cœur s'ouvre à l'autre et qu'on travaille sérieusement à la cohésion et à la paix. Par des chants, des danses et des offrandes, les fidèles de l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf ont marqué leur reconnaissance au Seigneur. Quand on regarde d'où on est parti, 12 ans pour édifier cette belle église, on ne peut que féliciter les paroissiennes et les paroissiens de Notre-Dame de la Tendresse, remercier la hiérarchie catholique et dire merci à son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois pour avoir donné un message fort au cours de cette célébration, le message de la réconciliation réelle entre les Ivoiriens. Grâce aux personnes de bonne volonté, grâce aux paroissiens, aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour nous. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a permis aujourd'hui d'assister à la consécration de cette église. La paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf est construite sur une superficie de 6000 m², avec 2500 places assises. Les travaux de construction ont débuté en juillet 2008. La plus belle fille de Côte d'Ivoire est connue depuis hier, Tara Gueye. Nouvelle reine de beauté âgée de 22 ans succède à Sui Fatem. Elle a été élue Miss Côte d'Ivoire 2019 ce samedi 1er juin et elle promet de mettre son mandat au service du social. La marraine de la cérémonie, la première dame Dominique Ouattara, représentée par la ministre Bakayoko Liramata, a remis au quintet gagnant la somme de 10 millions de francs CFA. Issa Chonayeo. Avec le cumul de points des membres du jury et le vote du public, Tara Gueye, 1m78, 22 ans, étudiante en licence 2 de sciences économie, a été élue Miss Côte d'Ivoire 2019 au cours d'une soirée haut en couleur. Elle succède ainsi à Sui Fatem, Miss Côte d'Ivoire 2018. Jusqu'à présent, je ne réalise toujours pas. Donc, je pense que c'est demain que je vais réaliser que j'ai vraiment été élue Miss Côte d'Ivoire. Je compte travailler pour la cause des enfants autistes, qui me touche beaucoup. Et aussi, pour notre thème de cette année, la lutte contre la drogue. Le résultat de ce concours, qui s'est déroulé dans une chaude ambiance au Sofitel Hôtel Ivoire, rencontre l'adhésion du nombreux public et des personnalités de la sous-région. Je suis très fière de la Miss, le numéro 9 était vraiment le bon numéro. Je pense que la jeune fille qui a été élue a rassemblé l'assentiment de tout le public. Je pense que nous avons reçu notre édition et j'espère que 2020 sera aussi bon. C'est très important de soutenir la beauté africaine et le SIDAO en tant qu'organisation internationale humanitaire, c'est vrai, la culture et puis l'humanitaire font de pair. Notre vocation, c'est de construire des écoles, le centre de santé, addiction à l'eau potable et tout récemment l'autonomisation de la femme. Donc qui dit l'autonomisation de la femme, dit Miss Côte d'Ivoire.
fête a été très belle et la compétition était dure parce que les jeunes filles étaient toutes belles, intelligentes. Et je voudrais féliciter le comité Miss Côte d'Ivoire qui a gagné en maturité. C'est aujourd'hui une véritable école de persévérance et d'excellence qui a permis de sélectionner les plus belles filles de Côte d'Ivoire. C'est le tourisme ivoirien et la culture qui se bonifient avec cette élégance ivoirienne et qui seront des ambassadrices pour véhiculer l'image de la Côte d'Ivoire encore. La marraine de Miss Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, représentée à cette cérémonie par la ministre de la Famille, la Femme et de l'Enfant, Liramata Bakayoko, a offert la somme de 10 millions de francs CFA au Quintet gagnant. À l'étranger, en Algérie, les manifestants qui déferlaient tous les vendredis dans les rues ont eu gain de cause. L'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain n'aura pas lieu. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel qui a fait l'annonce ce dimanche 2 juin après avoir rejeté les 2 seules candidatures. Aucune nouvelle date n'a été fixée. Le mandat d'Abdelkader Ben Salah, président par intérim, prend fin début juillet. Pour avoir appartenu au groupe État islamique, 2 Français ont été condamnés à mort en Irak ce dimanche 2 juin. Ils sont désormais au total 9 Français dans ce cas, alors que leur sort est toujours au centre de tractation diplomatique entre Paris et Bagdad. Opposés à la peine de mort, la France souhaiterait voir leur peine commuée en prison à perpétuité. Voilà, je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité cette semaine avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Ce lundi 27 mai, les Malgaches sont appelés aux urnes pour élire leurs 151 députés, 5 mois après la présidentielle qui a vu élire Andry Rajoelina, qui était opposé à Marc Ravalomanana. L'élection devrait se résumer à un nouveau duel entre les 2 camps des 2 hommes, avec une inconnue, le nombre de sièges que pourront remporter les nombreux indépendants. Le Soudan entame ce mardi 28 mai 2 jours de grève générale. Depuis la chute du président Omar el-Béchir, les militaires qui ont pris le pouvoir sont en négociation avec les civils. Un dialogue suspendu pour cause des désaccords autour du Conseil souverain, l'organe qui doit diriger le pays durant la transition jusqu'aux prochaines élections. Boris Johnson doit comparaître en justice pour avoir menti durant la campagne pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Dans un arrêt rendu ce mercredi, le juge Margot Coleman a estimé que les plaintes contre l'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien maire de la capitale étaient recevables. Le président américain a annoncé que les États-Unis prélèveraient à partir du 10 juin des droits de douane de 5% sur tous les produits importés du Mexique. Pour Donald Trump, ces droits de douane augmenteront chaque mois jusqu'à ce qu'ils atteignent 25% au 1er octobre prochain. Ce, tant que le Mexique n'aura pas stoppé considérablement le flux de migrants arrivant à la frontière avec les États-Unis. Après le retour de la dépouille mortuaire d'Étienne Tshisekedi, 2 temps forts étaient attendus ce vendredi 31 mai. Un hommage populaire dans le plus grand stade de Kinshasa, puis une messe en fin d'après-midi au même endroit. C'est une cérémonie strictement privée qui s'est déroulée à la morgue, une cérémonie familiale à laquelle n'étaient conviés que quelques invités de la famille Tshisekedi. Des centaines de personnes ont assisté à l'enterrement de Kamel Eddine Fekar ce samedi 1er juin à Alger. Ce père de 3 enfants est décédé mardi alors qu'il était en détention provisoire et qu'il menait une grève de la faim. La cérémonie d'obsèques était encadrée par un grand nombre de bénévoles en gilet orange. Un premier hommage a été rendu avant que son avocat, Salah Dabouz, ne fasse une déclaration dans laquelle il a dénoncé un système corrompu et corrupteur. Ce dimanche, dans 6 États au Mexique, plus de 13 millions d'électeurs sont appelés à voter pour désigner 2 nouveaux gouverneurs et renouveler 3 congrès locaux, ainsi que 60 mairies. Ces élections régionales vont servir de thermomètre politique. Elles doivent permettre au président López Obrador de mesurer sa cote de popularité et celle de son parti, qui depuis 1 an est la première force politique du pays.
Voilà, et ainsi va le monde en 7 jours. Je rappelle qu'à Didiéville, ce dimanche, les populations de la région du Bélier se sont mobilisées. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, leur a annoncé officiellement son adhésion au RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il a fait l'annonce ce dimanche donc lors d'un grand meeting. Le reportage de Kader Sogodogo vous sera proposé dans nos prochains journaux. Et à 23h, Kolo Klubali prendra le relais pour le dernier journal. Demain 20h, retrouvez Delphine Gla. Je vous souhaite une très belle reprise de travail. Demain lundi.